Mode d'emploi, mode d'emploi, mode d'emploi. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, dans l'émission Mode d'emploi, d'agir ensemble contre le chômage. La crise du Covid a exacerbé les problèmes que plusieurs décennies d'austérité budgétaire ont causés à l'hôpital public. Manque de personnel, de lits, mais aussi manque de matériel et de protection cruciale en période de pandémie. Depuis les années 80, les réformes successives ont appliqué à l'hôpital public une logique de rentabilité. Entre 2003 et 2016, 64 000 lits d'hospitalisation sont ainsi supprimés et de nombreux services sont en sous-effectif. Le manque de personnel obligeant les soignants et soignantes à faire de longues heures supplémentaires, souvent non rémunérées. Or, le travail du soin incombe majoritairement aux femmes, à l'hôpital comme à la maison. Les soignants sont en réalité des soignantes. Dans la fonction publique hospitalière, plus de 3 agents sur 4 sont des femmes. Elles représentent 86% des infirmières et 91% des aides-soignantes. Ce travail de soins est invisibilisé et dévalorisé, alors que la crise sanitaire a montré à quel point il était essentiel. Une aide-soignante gagne ainsi autour de 1 200 € en début de carrière et les infirmières françaises sont parmi les moins bien payées d'Europe. Au début de la crise sanitaire, les soignants et soignantes ont été applaudis tous les soirs, mais cette reconnaissance ne s'est pas traduite par de vraies mesures, au-delà de l'imposture du Ségur de la santé. Les revendications des soignants et soignantes ne sont toujours pas entendues, alors que les hôpitaux sont sous pression et ne tiennent que grâce à leur courage et leur dévouement. Le 8 mars, c'est la journée internationale pour le droit des femmes. Et pour cette émission spéciale 8 mars, nous avons décidé de donner la parole à des soignantes qui luttent pour leurs droits en invitant des membres du collectif Interurgence. Je m'appelle Julia et j'ai préparé cette émission avec 2 camarades du collectif féministe révolutionnaire, Clarisse et Mathilde. Bonjour, moi c'est Mathilde. Alors je vais commencer par vous dire quelques mots sur le collectif féministe révolutionnaire qui a été créé en 2016 suite aux mobilisations contre la loi travail. C'est un espace politique de formation, de débat et de lutte. On articule féminisme, anticapitalisme et antiracisme pour analyser les rapports sociaux de domination en mettant l'accent sur leur dimension systémique. Nous publions régulièrement un journal, nous organisons des formations et des moments d'échange, donc en ce moment plutôt en ligne, et nous participons à de nombreuses manifestations pour faire entendre nos revendications. Nous dénonçons notamment l'exploitation des femmes et des minorités de genre, au travail comme à la maison. Nous soutenons les travailleuses en lutte des secteurs féminisés et nous appelons à la grève féministe pour le 8 mars. Nous y reviendrons en fin d'émission. Je passe maintenant la parole à Clarisse qui va vous présenter nos invités d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Clarisse, militante au collectif féministe révolutionnaire et infirmière. Je vais vous présenter le collectif Interurgence. Il a été créé lors du mouvement de grève de 2019, puis formalisé dans un deuxième temps pour continuer à porter les revendications. C'est la première association professionnelle d'ampleur pour l'exercice paramédical aux urgences. Aujourd'hui, nous recevons Corinne, aide-soignante aux urgences adultes depuis 20 ans à la PHP, et Marie-Pierre, infirmière aux urgences pédiatriques également à la PHP. Alors bonjour Corinne. Bonjour. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Alors notre première question, c'est juste si vous pouviez vous présenter en quelques phrases et nous dire comment vous êtes entrée au collectif Interurgence. Alors moi je suis Marie-Pierre, j'ai 25 ans, je suis infirmière depuis 4 ans aux urgences pédiatriques du coup, et je suis rentrée au collectif Interurgence en avril 2019, quasiment il était créé depuis quelques mois. Même pas. Et en fait, c'était d'un bruit qui courait dans les urgences qu'il y avait ce collectif qui était en train de se créer. Et donc, j'ai commencé à participer aux réunions et puis après, j'ai intégré le collectif. Alors, Corinne est soignante. Moi, j'ai été tout au début du collectif Interurgence et donc je représente l'hôpital Saint-Louis. Donc, dès le départ, j'étais dans la boucle avec les autres hôpitaux qui se sont mis en grève et donc j'ai intégré depuis 2 ans maintenant le collectif Interurgence et donc je suis aide-soignante aussi. On l'a dit, l'organisation du travail de ce système capitaliste assigne les femmes et particulièrement les femmes racisées au métier du soin, au travail reproductif, mal payé lorsqu'il est salarié, gratuit au sein de la famille.
L'exercice à l'hôpital exige de restaurer la santé des patients et patientes dans un environnement dont il est difficile de sortir indemne même quand on y est rentré en pleine forme. Les moyens donnés ne cessent de s'amoindrir. Moins 15% de lits d'hospitalisation en 15 ans entre 2000 et 2015, alors que la population sur la même période augmentait de 10%. Il y avait plus de 1000 postes vacants en 2020 à la PHP. Et depuis 20 ans, la fréquentation des urgences a doublé. Les tâches indispensables au fonctionnement de l'hôpital, comme l'entretien des locaux, l'hygiène, sont remises aux mains de la sous-traitance, assurant des statuts encore plus précaires aux personnes effectuant ces tâches essentielles. Pour évoquer mon vécu, j'ai travaillé en extra-hospitalier, en intra-hospitalier, dans le privé, dans le public, de l'aigu, donc de la réanimation, au moins médicalisé, service d'accompagnement médico-social. Et sans surprise, mon constat est que nous avons un système de santé de classe. La comorbidité dont nous parlons le moins est la pauvreté. Pour le Covid, comme pour toute maladie, elle détermine notre facilité d'accès aux soins et leur qualité. Le champ d'action du public se réduit d'année en année. Dans ce contexte, vous qui travaillez toutes les deux à l'assistance publique, quelle évolution des conditions de travail vous avez pu observer dans vos services ? Comment vous décririez la situation actuellement ? La situation actuellement, moi qui ai 30 ans d'APHP, c'est une catastrophe. Ce qu'on a pu, grâce au mouvement du collectif Interurgence, on a pu avoir, nous, aux urgences, une prime. Le Ségur a apporté, par rapport avec le collectif Interhôpitaux, 183 €. Faut pas oublier qu'on a quand même plus de, cette année, 11 ans de points d'indice bloqués. Donc, entre-temps, tout a augmenté, le loyer, les assurances maison, l'électricité. Et donc, nous, moi, en tant que femme, c'est vrai que par rapport à mes collègues masculins, on gagne moins. Donc, il faudrait peut-être essayer de faire quelque chose. Et même, moi, en tant que maman, par exemple, il y a une différence entre le supplément familial pour un enfant, vous touchez 2 €, et pour 2 enfants, 74 €. 31 ans de maison à la PHP, on se demande pourquoi du comment. Concernant les conditions de travail, les gens sont plus demandeurs, plus il y a des gens gentils, mais les gens sont de plus en plus impolis, et c'est dommage parce que c'est un joli métier, parce que y a des gens qui ont encore des valeurs, mais que ça devient compliqué en tout cas pour nous. Et surtout en plus à cette période de pandémie, depuis 1 an maintenant, dans quelques jours, ça devient compliqué. Les conditions de travail, elles évoluent très vite, et très vite dans le mauvais sens. Moi, ça fait 4 ans que je travaille aux urgences pédiatriques. En pédiatrie, donc on s'occupe des enfants, on a toujours été un secteur protégé, parce que quand c'est inadmissible de faire quelque chose à une mamie qui est toute seule, c'est complètement intolérable de le faire à un enfant. Et pourtant, on se retrouve dans des situations qui datent d'avant le Covid, notamment en octobre de l'année 2019, où on n'avait pas encore les problématiques liées au Covid. Et pourtant, il y avait des enfants qui habitaient sur Paris, qui vivaient sur Paris, et qui ont été hospitalisés à Rouen, qui ont été hospitalisés à Amiens, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Et en fait, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de place pour hospitaliser les personnes. Aux urgences, on est assez bien placé pour voir ça, parce qu'on a à la fois ce qu'on dit l'amont, donc c'est tout ce qui est le médico-social et toutes les associations et tout ce qui se passe, la médecine de ville, on voit toutes les défaillances là, et on a l'aval, ce qui se passe après les urgences, et on voit toutes les défaillances aussi à ce niveau-là. Et en fait, on se rend compte que le système de santé qu'on vante auprès de tous les pays, en fait, il n'est pas là du tout. Et qu'on a un système de santé qui met les populations les plus pauvres à mal. Nous allons maintenant faire une pause musicale et écouter une chanson des soignantes des urgences de Valence. Un jour, les politiques ont voulu faire du fric sur la santé des gens. Certains sont nos patients. Comment peut-on s'y prendre pour enfin se faire entendre? On va vous raconter ce qui fait. Il y a la colère dans le cathéter, ce qui se passe au CHV, dans les urgences de France, ne peut pas rimer avec rentabilité. Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Les féministes révolutionnaires reçoivent des membres du collectif Interurgence. Alors, vous avez parlé, Marie-Pierre, de ce qui était inadmissible pour des enfants, de ce qui était inacceptable pour des personnes âgées.
Et cette chanson aussi qu'on vient d'entendre, elle fait allusion à cette dimension du soin. C'est une question qui nous semble particulièrement intéressante d'explorer avec vous. Parce qu'en fait, le soin, l'empathie, ce sont des compétences qui sont à tort souvent considérées comme naturelles ou innées pour les femmes. Et dans une société patriarcale, ces compétences, qui sont perçues comme féminines, elles sont dévalorisées. Donc, comme le disait Clarisse, les métiers féminisés du soin, comme infirmière, aide-soignante, mais aussi auxiliaire de vie ou assistante sociale, sont peu reconnus et mal rémunérés, alors même que la crise sanitaire a montré que ces métiers sont essentiels. Donc je voulais savoir quel regard vous portez sur cette question, si vous faites un lien entre le manque de reconnaissance dont vous souffrez et le fait que 8 infirmières et 9 aides-soignantes sur 10 sont des femmes. Corinne, tout à l'heure, vous disiez que vous étiez moins bien rémunérée que vos collègues masculins. Vous pourriez nous en dire plus ? En dire plus, on s'habitue. On pensait que le ministre de la Santé, avec toutes les revendications qu'on a demandé auprès des députés, auprès de l'Assemblée, allait apporter quelque chose. On a sollicité pas mal de personnes du gouvernement. On n'a rien vu qui a bougé. La preuve, le Ségur, on est quand même tous à la même enseigne. Donc rien de plus, 183 € depuis décembre. Et on est toujours là avec des conditions de travail, avec pas de lit d'aval. Et cette différence avec mes collègues masculins, nous, on ne sait pas l'expliquer grandement. Si c'est pas le gouvernement qui fait bouger les choses... Nous, à notre petite échelle, malgré l'ampleur du collectif Interurgence, on continue dans la lutte. Voilà ce que je pourrais dire. Je continue. Évidemment, on le sent que c'est un métier féminisé dans les rapports qu'on va avoir à la direction et dans les manières dont on va qualifier. Quand on a des soignants qui vont revendiquer quelque chose, tout de suite on va tomber dans des mots comme l'hystérie, comme c'est parce que vous savez pas contrôler vos émotions, vous savez pas vous organiser, et c'est des choses qu'on va renvoyer aussi souvent aux femmes quand on veut déstabiliser un combat. On dit que non mais c'est une bande d'hystériques, et en fait c'est des choses qu'on va retrouver aussi dans le milieu du soin. Comme on est un milieu qui est très féminisé, c'est tout de suite c'est des choses comme ça. C'est de toute façon c'est le ministre la ministre de la Santé en plus qui avait dit c'est qu'une bande d'énervés au tout début du mouvement. Et en fait, c'est des choses où il va y avoir une manque de légitimité du combat qui peut être mis en lien avec le fait qu'on soit des femmes, parce que tout de suite on tombe dans des trucs où en fait on n'a pas de raison de râler, parce que donc on est des hystériques, et en fait hystérique, il y a pas d'équivalent pour les hommes. Et donc c'est dans ces moments-là où on se rend compte en quoi le fait qu'on soit des femmes est limitant dans la lutte. Et aussi, au-delà de ça, vous le disiez, juste entre aide-soignant et infirmier, déjà, les stats diminuent. Donc, il y a de moins en moins de femmes. Et puis, plus on monte dans les grades, plus ce rapport s'inverse. Donc, c'est aussi très intéressant de voir que, en fait, plus les postes sont à responsabilité, même au sein de l'hôpital, même sur des métiers où on part de 90% de soignantes, on arrive en haut et on trouve plus du tout cette balance-là, quoi. On s'interrogeait aussi sur la dimension invisible de votre travail, notamment donc dans le soin. Il y a cette idée de travail émotionnel dont les féministes parlent de plus en plus. Les sociologues aussi essayent de mettre des mots sur ce travail invisible des femmes. Est-ce que c'est quelque chose qui fait sens pour vous ? Est-ce que c'est des expressions que vous employez ? Oui et non. Alors moi, pour le coup, je travaille en pédiatrie, donc en plus, on a ce côté de on est des femmes, donc on est des mères, donc on doit savoir, ce qui est totalement faux, parce qu'une femme qui veut pas d'enfant, elle saura pas plus que voilà. Et en fait, je suis pas forcément d'accord. C'est vrai qu'on peut l'entendre, et c'est beaucoup dans l'inconscient collectif, mais en réalité, un homme, il a les mêmes capacités d'empathie et de prendre soin qu'une femme. C'est juste ce qu'on veut bien nous faire croire, en fait. Tout à fait d'accord. Et au-delà du manque de reconnaissance, en fait, à cause de l'essentialisation finalement des femmes et du travail du soin, moi je voulais revenir sur finalement le sexisme dans votre travail même, donc qui s'exerce dans la répartition sexuée et sexiste des postes, comme vous avez dit. Enfin, plus on monte en hiérarchie et plus c'est des hommes.
Mais est-ce que vous vivez aussi, alors dans vos interactions, voilà, entre collègues ou avec la hiérarchie, ou même vis-à-vis des patients et des patientes, des situations ou de sexisme ou de racisme dans vos interactions au quotidien? Moi, de base, je suis antillaise, parce que là, les éditeurs ne me voient pas, donc je suis noire. Et donc, à chaque fois que je me fais insulter par mes compatriotes noirs ou mes amis maghrébins. Donc, ça m'a toujours étonné. En 21 ans d'urgence, j'ai eu qu'une seule fois une agression en créole par un blanc. Et donc là, j'ai dit amen. Et donc, moi, je le tourne à la rigolade. Maintenant, ça glisse tout seul. Bon, c'est le jeu, hein, de toute façon. Si c'est pas ça, c'est les insultes, c'est les menaces. Et c'est vrai que sinon, à part ça, c'est un petit pourcentage. Hein. La plupart des gens ne sont pas très racistes ou... Voilà, il faut juste avoir le bagou et les remettre à leur place, et puis c'est tout. Moi, je tourne toujours ces petites agressions-là à la dérision. Et en fait, ça permet de déstabiliser le patient ou la patiente et de faire rigoler la salle d'attente. Voilà, je fais un peu de théâtre, moi, le soir. Dans le monde paramédical, donc que ce soit infirmier, aide-soignant ou même d'autres professions paramédicales, manip radio ou kiné, on est des professions qui sont 80% de femmes. Donc les insultes sexistes, elles sont quand même relativement modérées entre nous. Par contre, les discriminations raciales, là, pour le coup, on va plus facilement en trouver. Par contre, si on va dans des milieux, par exemple chez les médecins, les discriminations féminines, enfin des femmes, c'est hallucinant. C'est vraiment, c'est des blagues, ce qu'on appelle les blagues de carabin. C'est des blagues sur les médecins et c'est des agressions aux femmes en permanence, quoi. Et c'est des milieux où on sent vraiment cette différence-là et ce truc de, en fait, tu es une femme et tu n'as pas ta place ici. En fait, on va se dire qu'une femme, elle peut être infirmière parce qu'elle est dans le prendre soin et dans le maternage. Par contre, elle peut pas être médecin puisqu'elle doit réfléchir. Donc c'est plus dans ce sens-là qu'on le sent et on a ce truc, le patriarcat à l'hôpital, c'est le papa qui est chef de service et qui s'occupe de ses petites infirmières. Et c'est vrai que des fois on l'a, et même pendant la lutte on l'a eu, ce truc de non mais je vais vous aider, et du médecin qui vient et qui nous dit non mais je vais vous aider. Oui, on peut s'aider toute seule aussi, mais c'est gentil, mais en fait c'est toujours c'est gentil, mais c'est pas ça part d'un bon sentiment. Mais en fait il y a toujours ce truc du papa qui veut prendre en charge ses petites infirmières et en fait on nous met dans un rôle de femmes qui attendent d'être sauvées. C'est vrai que ça peut être frustrant, quoi. Aussi à la répartition en fait sexuelle et sexiste des postes, quoi, qui normalise le sexisme finalement dans vos rapports. C'est ça, c'est ça. On est des infirmières, donc on est des femmes. On est faites pour prendre en charge, et puis on a besoin de quelqu'un d'autre quand il faut prendre des vraies décisions, quoi. C'est voilà, très très bien. Tu as râlé, maintenant qu'il y a besoin de vrais discours. Laisse papa et maman parler. Et on se demandait aussi comment ça s'était passé pour vous pendant cette période intense de pandémie. Le fait de devoir à la fois donc travailler davantage pour prendre soin des patients en l'absence de moyens suffisants, mais aussi j'imagine le fait à la maison, je ne sais pas quelle est votre situation familiale, mais d'enchaîner donc avec la deuxième journée de travail, du travail reproductif et des tâches domestiques. Ça a été très compliqué. Alors, à la première vague, moi j'ai une petite de 12 ans, donc c'était compliqué d'organiser parce qu'il n'y avait pas d'école, il faut se la rappeler. Donc il fallait aller faire son travail aux urgences de nuit, plus gérer les leçons et jouer à la maîtresse. Donc ça a été compliqué. Non, franchement, ça a été terrible, quoi. Bon, j'ai bien réussi à amener les deux, mais avec difficulté, sans compter ma passion pour le collectif. Donc non, c'était très compliqué. C'était très dur, à gérer les deux parties là. À faire attention, à pas se faire contaminer, à plein de choses, quoi. Mais on s'en est sorti, on est toujours là. Un peu fatigué, là, au bout d'un an, quand même. Mais bon, franchement, pour les parents, ou même les autres, hein, même mes collègues qui sont célibataires, c'était pas simple. Les applaudissements, ça nous a fait chaud au cœur pendant un moment, mais après, personnellement, moi, ça me dérangeait. J'allais faire mon travail, donc... Voilà, donc maintenant on n'a plus d'applaudissements, on nous oblige à nous faire vacciner, on nous met la pression pour tout, donc mais on est là, on est encore là, et on restera là, pour l'instant, debout, droit dans nos sabots.
Moi, pour le coup, j'habite toute seule, donc j'avais pas cette deuxième journée de devoir m'occuper des enfants, de l'intendance de la maison en rentrant. Mais effectivement, on a des collègues qui nous le racontent. Alors, il y a des collègues chez qui ça se passe très bien, et puis il y en a, non, en fait, elles ont 2 enfants, plus un 3e enfant de 40 ans à la maison avec elles, et c'est, il faut gérer le travail, il faut gérer tout ça, et puis les enfants sont à la maison tout le temps, c'est plus de repas à préparer, et effectivement, forcément, ça implique de la fatigue en plus, quoi. C'est pas le cas partout, mais il y a eu quand même beaucoup de collègues qui nous ont décrit ça et que c'était compliqué, quoi. Et là maintenant, à quoi ressemble votre rythme de travail ? Toujours le même. L'école a repris, c'est déjà bien, déjà. Mais voilà, c'est vrai, ces 15 jours, là, le Covid retape. Donc, dans les médias, on parle beaucoup de réanimation, mais il n'y a pas que les réanimations. Il y a aussi la médecine interne, il y a aussi les maladies infectieuses, il y a aussi la pneumo. Et ça, c'est récurrent que quand vous écoutez certaines chaînes, c'est tout le temps la réa. Certes, il y a une problématique sur la réa, les réanimations, mais il y a aussi une problématique sur le reste de l'hospice, parce que il n'y a pas que le Covid qui est là, il y a encore des appendicites, il y a encore des accouchements, il y a encore des bébés malades. Je pense que Marie-Pierre parlera pour les enfants, mais dans les adultes, il y a les autres choses, quoi. On tombe les traumas, les malaises, les infarctus, la vie continue à l'hôpital comme avant, quoi. Plus le Covid, donc on tousse, c'est le Covid, non, ça peut être une petite laryngite. Il faut pas tout confondre, je pense. Donc après, pour l'instant, les équipes, ça les a soudées, mais là, on commence à tirer la langue, quoi, un petit peu quand même. Ouais, ça commence à tomber, là, un petit peu. Au niveau du personnel, les gens craquent, là, un petit peu. La situation, elle est compliquée. Mais j'ai envie de dire, elle était compliquée il y a 2 ans aussi. Elle est au bord de l'implosion depuis 2 ans. On a vu et on a assisté à l'hôpital qui s'est effondré en mars. Parce que quand on doit annuler tous les soins pour pouvoir prendre en charge une crise sanitaire, c'est que l'hôpital s'effondre et qu'il ne tient pas. On commence à en payer le prix. Ça veut dire qu'on a eu des retards de diagnostic par exemple sur des prises en charge de cancer ou des choses comme ça, parce qu'il y a eu de l'activité qui a été annulée pendant plusieurs semaines. Et aujourd'hui, en plus, on est dans un contexte qui est encore différent, parce que là où, à la première vague, où il y a 1 an, on avait la pédiatrie qui était dans le creux de la vague. En fait, les enfants, c'est cyclique. Donc, on a un travail très dense en hiver qui se calme l'été. Et donc, on était en fin d'hiver. Là, on est dans une période où, en plus, il y a la bronchiolite qui est arrivée, qui surcharge la pédiatrie, qui est à mal. Et donc, tous les renforts qui avaient pu être mis en place, des équipes pédiatriques qui avaient aidé l'adulte, ça n'est pas là. Donc, l'hôpital était déjà au bord du gouffre. Et là, en fait, on se rapproche un peu plus de tout ce qu'on redoute et de tout ce qu'on essaye de combattre, en fait, depuis 2 ans. D'accord. On va revenir maintenant plus sur les revendications du collectif et l'aspect de la lutte. Mais avant, on va faire une petite pause musicale. À tout de suite. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por violentas. Esto es autodefensa, estamos en resistencia, ya no somos indefensas. No. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Les féministes révolutionnaires reçoivent des membres du collectif Interurgence. On le disait, le Covid-19 a fait céder le système de soins. Nous n'avons pas encore abordé vos revendications. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus précisément quelles sont-elles ? Les revendications, en fait, ça fait 2 ans qu'on les porte. Ça fait 2 ans qu'elles n'ont pas bougé puisqu'elles n'ont toujours pas été entendues. On a orienté notre lutte sur 3 axes. On a besoin de plus de lits d'hospitalisation. Pour avoir plus de lits d'hospitalisation, on a besoin de plus d'effectifs. On a besoin de plus de soignants dans les hôpitaux pour pouvoir s'occuper des malades. Et pour avoir plus de soignants, on a besoin d'une revalorisation, que ce soit une revalorisation salariale ou une revalorisation générale, en fait, du métier de soignant en général. Et comment cette crise sanitaire a modifié la mobilisation des soignantes ? Est-ce que ça a eu un impact dans les interactions avec vos collègues déjà mobilisés ou non ?
dans vos services ou dans d'autres services, dans d'autres hôpitaux? Est-ce que vous avez des choses particulières à nous raconter là-dessus? Faut savoir que les soignants, c'est très difficile. C'est pas une catégorie socioculturelle qui est assez facile à mobiliser. C'est assez difficile parce que on a intégré qu'on faisait ce métier par passion et par vocation. Et du coup, comme on l'a choisi, on nous a fait intégrer qu'on devait se taire. Parce que du coup, c'est nous qui avions choisi ce métier-là. Et si on n'est pas content, on n'a qu'à partir. Donc déjà, c'est difficile de mobiliser des soignants. Donc on a deux effets de la crise. Vraiment, on a beaucoup de colère. Des collègues qui ont été mis en difficulté et des collègues qui ont dû mal prendre soin, mal faire leur métier, renier leurs valeurs professionnelles et leurs valeurs personnelles, qui ont été mises en danger, qui ont été traitées comme un chiffre et comme du bétail et pas comme des personnes à part entière. Donc on a beaucoup de colère et il y a aussi beaucoup de dégoût et du coup en fait des personnes qui ont complètement lâché en fait et qui ne veulent plus en entendre parler, que ce soit de l'hôpital, que ce soit de tout ça et qui du coup ne se mobilisent pas puisqu'ils veulent mettre juste une croix là-dessus et avancer dans leur vie, ce qu'on peut pas leur reprocher non plus quoi. Donc voilà, donc la crise, elle a eu à la fois beaucoup de colère, qu'on a du mal à galvaniser et à la fois aussi beaucoup de dégoût parce que quand on voit qu'on se mobilisait avant et qu'après une pandémie mondiale qui a tout secoué, et ben il y a rien qui change et qu'on est toujours pas écouté, c'est assez compliqué de continuer en fait. Plus personnellement, dans vos vies peut-être plus intimes, si vous voulez bien nous dire quelques mots là-dessus, est-ce que vous avez dans vos vies à vous ou même dans celles de vos collègues eu un retour sur l'impact de cette crise sanitaire sur cet aspect-là? Moi, je voulais juste rebondir pour compléter le témoignage de Marie-Pierre. C'est qu'il y a eu beaucoup de mise en disponibilité et que les gens sont partis, ont quitté l'hôpital pour faire autre chose, un autre métier. Et donc ça a été une vraie révélation. Donc il y a eu beaucoup de mise en dispo. Et donc là, les gens ont été bloqués là depuis le début de l'année afin de combler le manque d'effectifs. Mais sinon, tu as des gens qui sont partis faire pâtissière, soit ont quitté. Il y a eu beaucoup de départs. On a vraiment une grosse problématique pour recruter. Ça, c'était une révélation. On n'a jamais vu autant de départs, en tout cas chez les adultes, concernant pendant Covid. La première vague, surtout. Et du coup, par rapport à votre lutte, voilà, vous êtes le collectif Interurgence, mais on aurait aussi voulu parler de la manière dont votre lutte s'articule et avec les autres services, et avec les autres collectifs, les autres syndicats. Voilà. Alors, depuis le début du collectif, on a travaillé avec une intersyndicale, ce qui était quelque chose qui n'était pas arrivé depuis un petit moment dans le monde hospitalier. Donc, on a mis plusieurs organisations syndicales autour de la table. Très vite, il y a des collectifs qui nous ont rejoints. Le collectif Interbloc qui a été créé très rapidement. Il y a le collectif Interhôpitaux quelques mois après nous aussi. Et donc, on a continué à évoluer ensemble. Et aujourd'hui, à la dernière assemblée générale du collectif Interurgence, on a décidé tous ensemble, puisqu'on est une association, de s'ouvrir à tous les services et à tous les soignants en règle générale. Comme on disait, comme je l'avais dit, les urgences, on a cette place centrale qui nous permet d'avoir à la fois ce qui se passe en ville, à la fois ce qui se passe dans les services. Et on sait que pour que ça aille bien aux urgences, on a besoin que ça aille bien partout en fait. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un système de santé performant. Et ce qui s'applique aux urgences, en fait, s'applique partout. Et c'est aujourd'hui le collectif Interurgence, on a cette position où on représente des soignants qui n'avaient pas forcément la parole 1 an ou 2 ans en arrière et qui veulent faire changer les choses et veulent pouvoir prendre en charge et prendre en soin les patients de manière décente, en fait, tout simplement. Pour moi qui suis plutôt presque à quelques années de retraite, le collectif Interurgence, ce qui est étonnant par rapport aux autres syndicats, c'est que ça a été un collectif créé que par des paramèdes. On n'est que des paramèdes. C'est ça notre force. Et tout à l'heure, vous parliez dans vos revendications d'une revalorisation salariale et d'une revalorisation générale de vos métiers. Est-ce que vous pouvez préciser un peu, en nous donnant peut-être des chiffres sur les salaires moyens des travailleuses de vos catégories? Qu'est-ce que vous entendez par revalorisation générale de vos métiers?
Parce que une revalorisation salariale, 300 €, c'est beau pour tout le monde et on serait tous très contents. Mais c'est pas le seul volet pour faire rester quelqu'un à l'hôpital. On a aussi besoin que nos formations soient acceptées, que quand on a envie de pousser nos études, ce soit pas la croix et la bannière. Aujourd'hui, une infirmière, elle a la possibilité de faire un master, voire même un doctorat. Et en France, c'est pas du tout reconnu, c'est pas du tout valorisé, et c'est pas du tout, au-delà de pas être reconnu ni valorisé ni mis en avant, c'est pas du tout, on nous aide pas. Ça veut dire qu'il faut qu'on se batte pour avoir un financement, il faut qu'on se batte pour avoir les jours où on peut aller en cours, il faut qu'on se batte tout ça pour pouvoir faire évoluer nos métiers. C'est toujours une bagarre continue, alors que c'est des choses qui pourraient être intéressantes à plein de niveaux différents. Donc quand on parle de valorisation, c'est aussi laisser la possibilité aux infirmiers, aux aides-soignants, aux manipranios, aux kinés, de pouvoir continuer à se former et de pouvoir continuer à apprendre et de pouvoir continuer à transmettre correctement. Une infirmière qui est fatiguée, elle transmet pas bien son métier aux futurs soignants. Et en fait, c'est tout cet engrenage-là quand on parle de revalorisation de nos métiers. On a personne dans la rue va cracher sur une aide-soignante ou une infirmière, mais par contre dans nos directions même au-delà des directions, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau de la PHP, on va avoir des personnes qui vont nous prendre comme un numéro en fait, et on n'est plus une personne à part entière. Et c'est ça en fait la revalorisation et la reconnaissance. Vous parliez d'avoir un système de soins plus performant et à l'instant de pouvoir avoir plus d'autonomie et plus de pouvoir en tant que soignante. On l'a bien compris, les enjeux de cette lutte sont non seulement d'améliorer vos conditions de travail et de vie, mais surtout plus globalement de défendre une autre organisation du travail, une autre organisation du soin et de renverser les rapports de domination sur lesquels se repose le système de soins capitaliste actuel. Ce qui peut être aussi une source de réjouissance parce que ça signifie que nous sommes en mesure d'instaurer un rapport de force. Mais pour l'instant, comment on peut vous soutenir? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Voilà. Nous, pour les prochaines mobilisations, donc on sera là le 8 mars pour la journée des droits des femmes. On a aussi la journée de la santé, mondiale de la santé, qui va arriver en avril. Le 7 avril normalement, et d'ici là sur tous nos réseaux, donc nous on est sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, et sur le site internet Interurgence. Alors quand on vous a proposé de venir à cette émission, d'ailleurs on vous remercie d'avoir accepté, vous nous disiez que il fallait enfin, ça allait donner l'occasion à des femmes de s'exprimer. Pourquoi est-ce qu'à votre avis il y a une telle difficulté pour les femmes à être représentées, les femmes soignantes, dans le débat médiatique et politique? Je pense qu'il y a une grande partie d'autocensure. On apprend très facilement et on intègre très jeune que c'est pas aux femmes de parler, et juste tout simplement à se taire quand quelqu'un d'autre parle ou quand un homme parle. Et même si quand on grandit, on essaye de le déconstruire, c'est quelque chose qui est assez naturel, enfin pas naturel, mais qui est assez intégré, que si c'est un homme qui parle, nous du coup on n'a pas quelque chose à rajouter en plus. Donc du coup, c'est vrai je pense que c'est un des plus gros biais qui fait que c'est difficile de faire parler des soignantes, parce que du coup, on nous a appris à nous taire. On n'a qu'à regarder simplement l'Assemblée nationale. Quand on va regarder, je cite Caroline Pia, qui était aide-soignante et qui est députée, elle intervient à l'Assemblée, elle se fait, ils sont vraiment, moi je trouve ça violent, quoi. Dès qu'elle intervient, que ce soit d'autres, France Insoumise, peu importe le parti politique, mais je trouve qu'ils sont un peu goujats, ces hommes. Donc, et là on le ressent bien, mais vous prenez un quart d'heure, c'est compliqué, quoi. Donc, moi je trouve, franchement, pour ma mère qui s'est battue pour le droit à l'avortement, la pilule et tout le tralala, moi qui ai milité aussi quand j'étais plus jeune, je trouve qu'il n'y a pas d'évolution. On a l'impression de revenir à l'heure du Cro-Magnon, quoi. Donc, je trouve il faut qu'on se fasse plus entendre en tant que femme, et qu'on a toute notre place et qu'on a l'égalité. Donc, c'est comme ça. Et est-ce que c'est une réflexion que vous portez en tant que militante, du coup, aussi, entre vous, au sein du collectif, ou vous pensez que c'est peut-être pas encore abordé? Le collectif Interurgence, en soi, on est
on n'a pas énormément ce genre de problème. Par contre, à titre personnel, je pense que la plupart des personnes, quand on met un pied dans le militantisme, on peut pas être militant pour une cause et pas pour les autres. En fait, très vite, on se rend compte que il y a pas une cause qui vaut plus que les autres. Donc, du coup, oui, forcément, quand on commence à rentrer dans le militantisme, que ce soit pour une ou une autre raison, on est forcément soutenant des autres causes qui sont tout aussi justes. Tout à fait. Et oui, et du coup, c'est en termes de représentation, mais aussi sur tous les autres enjeux que votre lutte en tant que collectif Interurgence et en tant que soignante résonne aussi avec les luttes féministes, que ce soit en termes d'inégalité économique, d'inégalité de répartition des tâches, que ce soit au travail ou à la maison, de charge émotionnelle, de travail du soin aussi, et de son inégale répartition. Est-ce que vous pouvez nous parler de, vous, ce que vous allez faire le 8 mars ? Voilà, et surtout pourquoi ? Et est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous, en fait, de participer à la Journée internationale des droits des femmes ? Moi, en tant que femme de 55 ans, grand-mère, c'est important pour moi d'être là, d'être aussi une des membres du collectif Interurgence. Non, moi j'adore. En plus, c'est l'anniversaire de mon petit-fils en même temps, du coup le 8 mars. Donc je fais un package. Donc non, c'est important pour ce que je vois actuellement dans l'actualité, dans nos conditions de travail à l'hôpital, je trouve que c'est important de marquer le coup cette année dans des conditions particulières, mais je pense qu'il faut être là, et j'appelle toutes mes copines, toute la famille, tous mes collègues. J'ai déjà fait mon briefing pour que tout le monde soit là le 8 mars, donc on les attend. Avec les masques, naturellement, mais on espère être entendu et être visible le plus possible et puis nous, on est content que vous nous avez invités aussi à échanger avec vous, et donc moi, je suis ravi. Que ce soit la cause pour le droit des femmes, que ce soit la cause pour les soins ou les soignants, tout ça, c'est des choses qui avancent doucement. C'est sûr que si on repart 30 ans en arrière, c'est pas la même chose. Ça veut pas dire que tout est parfait. Ça veut pas dire qu'il faut pas arrêter de se battre, parce que c'est pas l'idéal et c'est pas encore juste. Et en fait, on s'arrêtera quand ce sera juste pour tout le monde. Aujourd'hui, on a un système de soins qui est pas juste, qui est de plus en plus à deux vitesses et qui met les populations pauvres, les populations parfois des populations immigrées, parfois qui sont dans des difficultés au quotidien, qui les met à mal. Donc le soin, il n'est pas juste pour tout le monde. Donc du coup, on continuera de se battre. Aujourd'hui, la condition féminine, elle est mieux qu'il y a 50 ans, oui, mais elle n'est toujours pas juste. Donc continuer de se battre pour tout, quoi. Une dernière question sur votre rapport à la grève en tant que soignante, puisque donc la grève, ça implique théoriquement de cesser le travail. On va voir ensuite ensemble comment on conçoit la grève féministe. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on est soignante ? Est-ce que c'est possible, facile d'abandonner entre guillemets ses malades ? Comment est-ce que vous le vivez ? Est-ce que c'est quelque chose que vous réussissez à faire collectivement ? La difficulté actuellement, c'est qu'on en manque d'effectifs. Donc le problème, vu qu'on est en manque d'effectifs, tu te positionnes gréviste pour le 8 mars. S'il n'y a pas assez d'infirmiers et d'aides-soignants, tu seras assigné. Donc tu travailleras. Donc c'est ceux qui sont en temps de repos qui iront à la manifestation, et voilà, c'est la difficulté. Avant, quand on était en effectif, que ça débordait, ça allait, tu pouvais faire un break ou aller manifester dans le hall, prendre 1 heure de temps. Faut pas oublier que les gens aussi, la nouvelle génération, ils craignent tout ce qui est grève, parce que c'est du coup des sous en moins s'ils sont pas assignés. Il y a tout un cheminement. Nous, on a eu du mal avec le collectif à faire adhérer les gens, tu vois, parce que les gens toujours ils sont dans la crainte à perdre. Si on va mal me noter, parce qu'il faut pas oublier qu'on est noté, hein. Donc c'est ça la difficulté. Donc il faut trouver les mots pour que les gens rejoignent notre cause, et donc c'est compliqué. Le rapport à la grève en tant que soignant, il est compliqué parce qu'on est, comme disait Corinne, on est assigné. C'est-à-dire que même quand on est en grève, on travaille avec un bandeau en grève. En fait, pour vous, patients, qu'on soit en grève ou pas, ça ne changera rien du tout. Parce que vous allez continuer à venir et vous allez continuer à être soigné dans des conditions aussi dégradées que d'habitude. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait. En grève, on est censé travailler en conditions dégradées. Au quotidien, on travaille en conditions dégradées. Donc forcément, quand on est en grève, ça ne se verra pas.
Donc c'est ça la réalité. Et effectivement, on parle aussi de population quand on parlait des salaires des aides-soignantes qui commencent à 1 200 € ou des infirmières qui commencent à 1 700 €. Quand on dit c'est bien, tu es en grève une journée, mais tu perds 120 € de salaire, du coup ça refroidit très vite. Donc le rapport à la grève, il est compliqué pour ces volets là-dessus en fait. Merci beaucoup. On s'approche de la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous voudriez dire ? Est-ce qu'il y a un point important qu'on n'aurait pas abordé ? Bon, je pense qu'on a fait le tour, ça a été assez Rejoignez-nous sur le collectif Interurgence, vous pouvez vous adhérer. Eh bien, je voulais vous remercier, nous aussi, au nom du collectif féministe révolutionnaire, d'avoir accepté cette invitation et d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci aussi à Ludovic pour la technique. Pour conclure cette émission, on va juste vous inviter, nous, en tant que collectif féministe révolutionnaire, à la grève du 8 mars. Parce que donc, c'est depuis 2017 que les féministes du monde entier elles lancent ce mot d'ordre de la grève féministe pour le 8 mars, Journée internationale pour les droits des femmes. Et en fait, la grève féministe, elle se décline en plusieurs volets. C'est à la fois la grève du travail productif. Ça veut dire qu'on arrête d'aller au boulot, parce que les femmes, elles gagnent en moyenne 28% de moins que les hommes. Alors que les femmes, notamment les femmes racisées, elles ont été en première ligne pendant la crise sanitaire, comme soignantes, mais aussi comme caissières, auxiliaires de vie, etc. La grève féministe, c'est aussi la grève du travail reproductif. C'est-à-dire qu'on arrête de cuisiner, de nettoyer, de s'occuper de nos enfants, parce que les femmes, elles réalisent toujours 64% des tâches domestiques, et que cette charge, elle s'est encore alourdie dans le contexte du confinement, comme nous racontait Corinne sur la 12 journées de travail. La grève féministe, c'est aussi la grève étudiante. C'est-à-dire qu'on arrête d'aller au lycée ou à la fac, parce qu'on exige une formation à la sexualité et au genre, pour lutter contre les violences sexistes, sexuelles et transphobes. Et aussi parce que la précarité étudiante, elle s'est aggravée pendant la crise. Et le dernier volet de cette grève féministe, c'est la grève de la consommation, parce qu'on est féministe, mais on prend aussi soin de l'environnement, et donc on arrête d'acheter, parce que l'exploitation des ressources naturelles dont se nourrit le capitalisme, elle nous mène à la catastrophe, et en plus elle favorise des pandémies comme celle qu'on est en train de vivre. Donc, comment faire la grève du travail productif le 8 mars ? Il y a plusieurs syndicats, notamment la CGT, Solidarité et la FSU, qui ont lancé un appel national à la grève. Ça veut dire que tous les salariés, tous et toutes les salariés du secteur privé peuvent faire grève sans même avoir besoin de prévenir leur employeur. Il suffit de faire grève et de dire après, pour justifier votre absence, que vous étiez en grève. Dans la fonction publique, dans les entreprises publiques et les entreprises privées ayant délégation de services publics, c'est un peu plus compliqué. Il faut que les syndicats aient déposé un préavis de grève pour que vous-même, vous puissiez vous mettre en grève. Pour le 8 mars, il y a des préavis qui ont été déposés par ces syndicats dans de nombreux secteurs, donc il faut vérifier. Et donc on vous invite à parler à vos collègues, à vous rapprocher des syndicats présents sur votre lieu de travail ou à contacter votre branche professionnelle pour en savoir plus, parce qu'on est toujours plus fort et plus forte à plusieurs. Je laisse maintenant la parole à Clarisse qui va nous dire où se retrouver à Paris pour le 8 mars. J'ai plusieurs rendez-vous à vous donner. Le samedi 6 mars à 13h, rendez-vous place René Char pour une marche contre les violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur et secondaire à l'appel de plusieurs collectifs étudiants. Le dimanche 7 mars à 13h, place de la République, rassemblement festif et politique à l'appel d'On arrête toutes. Lundi 8 mars à 10h, à d'Enfer-Rochereau, rassemblement et conférence de presse du collectif MacDroit. Lundi 8 mars à midi, Port-Royal République, le 8 mars, des premières de corvée, manifestation à l'appel des syndicats et de plusieurs collectifs. Le collectif féministe révolutionnaire organise un cortège avec plusieurs groupes de travailleuses en lutte pour le secteur du commerce. Le collectif MacDroit, les salariés de TUI France, le syndicat des hôtels de prestige et économique de la CGT avec les grévistes de l'Ibis Batignolles, les salariés du groupe Monoprix, les hôtesses d'accueil du collectif Pata Potiche et bien d'autres. Notre mot d'ordre sera première de corvée, dernière considérée, en grève féministe. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous rejoindre dans la rue les 6, 7 et 8 mars. Mais avant ça, nous allons faire une pause musicale avec Drick Barbosa. Voilà, donc cette émission va prendre fin. Merci encore à nos invités, Corinne et Marie-Pierre, d'avoir été avec nous. Merci, de rien, pardon.
Et donc on se retrouvera pour une nouvelle émission avec le collectif féministe révolutionnaire d'ici à peu près un mois. En attendant, on vous retrouve dans la rue. Le 8 mars.